Bien, bonjour, messieurs, dames. Oui, nous ne sommes pas bien nombreux, mais il y avait pourtant un certain nombre d'inscrits. Là, est-ce qu'ils se sont perdus avant d'arriver au centre? Et puis, je salue ceux qui sont en vidéo. Donc, je me présente, je suis Raymond Malart, donc le président de cette association depuis 3 ans. Et je viens de la région lyonnaise, moi. J'ai été malade, mais j'ai eu la chance de cette maladie d'être greffé il y a 10 ans. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir donc à Rouen dans cette réunion en présentiel. C'est la première que nous faisons depuis longtemps. Et puis, une autre partie du public, grâce aux caméras, là, nous avons du monde en vidéo qui nous suit. Donc, je vais remercier les intervenants du centre Henri Becquerel ici à Rouen, c'est ça, le centre. Donc, Madame Aspasia Stamatoulos, c'est ça, Madame, médecin ici. Et puis, Monsieur Pascal Lenain qui va nous rejoindre, qui est dans le film, je crois. Hein. Voilà. Et puis, je remercie aussi les bénévoles de l'association qui m'aident. Alors, Hervé Bertin, qui est à ma droite, là, ici, qui sera le modérateur et répondra aux questions. Oui, tu poseras les questions, oui, que l'on reçoit soit par Internet ou ici. Patrick Lorisson, qui est notre trésorier. J'avais Annie Kolb qui devait venir, mais elle est très fatiguée. Hein. La maladie, vous savez. Et puis l'organisation par la société Canopée, avec Sylvie Cuvillier, qui organise ça avec son équipe. Donc, il y a des techniciens au fond de la salle. Parce que pour filmer, il faut faire cette en vidéo, Zoom, c'est pas facile. Donc, eux, ils sont là. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont en vidéo de couper leur micro pour éviter des effets de l'arsène. Alors, nous allons commencer par présenter un film qui a été réalisé sur la maladie. Et ensuite, il y aura une séance de questions-réponses avec le docteur, Madame Stamoulas. Voilà. On lance le film tout de suite, Hervé. Allons-y. Le sang est un liquide un peu particulier qui contient deux parties. Une partie totalement liquide qu'on appelle le plasma, et puis une autre partie solide qui est en fait formée de petites cellules, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Et ces cellules-là, en fait, grâce à le fait qu'ils soient liquides, vont pouvoir aller circuler, aller voir d'autres parties du corps à partir de la moelle osseuse et venir exercer des fonctions. Alors, les globules blancs, ça va être la lutte contre les infections. Les globules rouges, c'est amener de l'oxygène pour que les organes fonctionnent bien. Et les plaquettes, c'est pour empêcher les hémorragies. Et tout ça, en fait, va circuler puisque les cellules vont vivre un certain temps et elles vont être remplacées progressivement pour permettre, en fait, à l'organisme d'avoir un fonctionnement tout à fait idéal de ses principales fonctions. Quand on fait une transfusion, soit de globules rouges, de plaquettes et exceptionnellement, très exceptionnellement de globules blancs, c'est vraiment très rare, eh bien en fait ce qu'on cherche, c'est pas tellement la qualité riche ou pauvre en oxygène qu'on peut avoir avec du sang veineux, du sang artériel, mais principalement d'amener des globules rouges aux gens qui en manquent, des plaquettes aux gens qui en manquent et éventuellement un type de globules blancs qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles. Pour permettre aux individus de mieux se sentir, hormis le fait qu'on peut leur amener des substances pour stimuler la fabrication des globules rouges, comme l'érythropoïétine, eh bien, la transfusion réalise un véritable bénéfice pour les patients, puisqu'en amenant les hématies de quelqu'un d'autre, on va pouvoir augmenter transitoirement malheureusement, mais en tous les cas suffisamment de manière efficace pour que les individus se sentent mieux et aient moins ces symptômes et puissent avoir une vie plus efficace. Parce qu'on pourrait se dire, mais je ne comprends pas pourquoi mes cellules finalement disparaissent, parce que
si on parle des myélodysplasies en particulier, c'est quand même une maladie où justement la fabrication des cellules est de mauvaise qualité. Et cette mauvaise fabrication, elle est la conséquence en fait d'anomalies qui vont faire que la cellule qui est à l'origine de toutes les cellules, un peu comme finalement nous sommes descendants de nos arrière-grands-parents, l'arrière-arrière-grand-parent des cellules du sang s'appelle la cellule souche, celle qui est la souche de toute chose, mais qui au fur et à mesure qu'elle va devenir de plus en plus mature, ce qu'on appelle mature, c'est-à-dire qu'en fait elle va se spécialiser, eh bien elle va devenir soit un globule rouge, soit un globule blanc, soit une plaquette. Alors ça, elle ne le fait pas au hasard, elle le fait en fonction des besoins de l'organisme, et on comprend comme ça que finalement une pathologie comme la myélodysplasie, qui fait que ce belle mécanique va mal fonctionner, va provoquer en fait une fragilité des cellules, qui ont tendance à ne pas pouvoir gagner le sang à partir de la moelle osseuse, qui est le lieu de production des cellules du sang. Et finalement, ce sont les os qui sont courts et plats, comme le sternum, le bassin, et c'est d'ailleurs là qu'on va pratiquer les ponctions de moelle osseuse pour aspirer de la moelle sous anesthésie, pour pouvoir étudier les cellules du sang. Parce que finalement, cette moelle osseuse, ça ressemble à du sang, on a l'impression que c'est la même chose, mais ça ne contient pas les mêmes cellules. C'est une maladie dans laquelle, en fait, c'est pas on fabrique trop ou on fabrique pas, c'est on fabrique mal. 10 en grec, ça veut dire mauvais. Donc dysplasie, ça veut dire mauvaise fabrication. Myélo, parce que ça renvoie aux cellules qui viennent de la moelle osseuse. Donc myélodysplasie, c'est mauvaise fabrication des cellules de la moelle. Alors pourquoi il y a une mauvaise fabrication? Parce qu'il va y avoir des anomalies, le plus souvent génétiques, qui vont faire que la cellule devient un peu fragile. Alors c'est quoi cette fragilité? C'est-à-dire qu'il y a un phénomène dans la moelle osseuse qui est de réguler la multiplication des cellules, et une partie d'entre elles meurt spontanément, et ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Eh bien, dans une myélodysplasie, ce mécanisme il va augmenter. Il va tellement augmenter que finalement, eh bien, les cellules de la moelle vont pas être d'assez bonne qualité pour fabriquer des globules rouges en qualité, mais aussi en quantité suffisante, parce qu'elles vont mourir dans la moelle, ces cellules-là. Et c'est un peu la particularité de cette maladie, c'est-à-dire que les bonnes cellules ne vont pas finir leur différenciation, leur maturation, jusqu'à devenir des cellules capables de faire la fonction. Le sang transfusé, ça provient de donneurs. C'est exclusivement de donneurs. Les gens, de façon volontaire, anonyme, gratuite, désintéressée, viennent pour donner leur sang dans des structures, dans des collectes de l'EFS, qui est ensuite traité et mise à disposition pour les patients. J'ai fait partie jeune des donneurs de sang, puisque il y avait autour des lycées, des facs, des facultés dans lesquelles j'étais, il y avait souvent des quarts de collecte de sang. Aujourd'hui, je ne peux plus, mais je regrette de ne pas l'avoir fait assez. Il faut vraiment que tous les gens jeunes qui peuvent donner leur sang le fassent. Lors de l'entretien pré-don qui est réalisé avant chaque don par le donneur, il y a une série de questions qui est posée qui permet éventuellement d'exclure des personnes de ce don. Et dans les réponses à ces questions, on se rend compte que les gens sont extrêmement honnêtes dans la mesure où ils savent qu'il peut y avoir potentiellement une implication pour le patient derrière. Et étant donné qu'il y a un désintéressement dedans, leur objectif n'est que de donner dans les meilleures conditions. Ensuite, pendant entre 10 minutes et une demi-heure, on va recueillir du sang. Ce sang, il y a deux choses qu'on en fait. D'une part, on l'analyse pour vérifier a posteriori qu'il n'y ait pas de risque pour le patient. Donc, on va faire des analyses sérologiques, virologiques, immunologiques, une numération. Une fois que ça a été vérifié pour tous les dons, la poche, elle est préparée et mise en condition. On va séparer d'une part les globules rouges, d'autre part les plaquettes et enfin le plasma, exceptionnellement les globules blancs. De ces trois produits,
on va les conditionner, puis les transporter, les mettre à disposition dans les centres de délivrance, comme le nôtre, pour les besoins du patient éventuellement, dans des conditions strictes de transport et de conservation, pour pouvoir au mieux pouvoir les délivrer avant péremption. L'équipe du service de soins va le transfuser pour pouvoir, et ensuite on aura une surveillance pour vérifier derrière, pendant cette transfusion et après cette transfusion, qu'il n'y ait pas d'implication, ce qu'on appelle un effet indésirable. Donc on surveille également que le sang qu'on apporte n'est pas délétère au patient. Les globules rouges, ça a une durée de péremption de 42 jours. Dans les 42 jours, il faut que ce soit transfusé. Le plasma, c'est passé à 3 ans, c'est congelé dans des conditions de moins 30. Et les plaquettes qui pour nous sont les plus critiques, c'est 7 jours, sachant que plus on va les donner fraîches, plus elles vont être efficaces. Et c'est en agitation permanente. Si on arrête d'agiter les plaquettes, ça sert à faire le clou plaquettaire, qui sert à faire l'hémostase primaire. Ce clou plaquettaire fonctionne quand les plaquettes sont activées. Si on arrête d'agiter les plaquettes, elles s'activent. Le clou plaquettaire, l'hémostase, et dans la poche se forment des agrégats. À partir de ce moment-là, on ne peut plus les transfuser parce que l'objectif, c'est que cette hémostase se fasse dans le patient et pas dans la poche. Notre mission, c'est en toutes circonstances, quelqu'un qui se présente, s'il a besoin de sang, on va avoir le bon produit, le bon patient. C'est critique quand on se dit qu'on ne peut plus assurer notre mission de service public. Et notre mission de service public, c'est que quel que soit l'hôpital où on aille, on ait le bon produit dans les bons délais. On a la possibilité d'aller en chercher, mais l'objectif de chaque région a été pensé et dessiné pour être en autosuffisance. On essaie autant que possible d'être autosuffisant pour nous-mêmes et de fournir les régions qui, ponctuellement ou de manière constante, ont besoin de globules rouges, de plasma de plaquettes. Le jour où on en a besoin, on est content d'en trouver, et pour ça, il faut que les stocks soient faits, soient mis à jour, et il faut qu'il y ait des gens qui donnent. Pour autant, il faut que ça reste la liberté de chacun. Donnez votre sang, c'est pas très compliqué. Vous avez la chance d'avoir un sang qui se régénère très très vite, contrairement à nous. N'hésitez pas, allez-y, c'est parfaitement contrôlé, c'est parfaitement sans risque. On a commencé à pratiquer les transfusions, puisque le PO ne fonctionnait pas. La fréquence des transfusions, c'est de l'ordre entre 1 semaine et 15 jours. Et ça, depuis maintenant plus de 3 ans. J'ai fait les transfusions 2 fois par semaine. J'ai bien réagi, mais si vous voulez, ça me ressemble un peu comme dans un vieux moteur qui a besoin beaucoup d'huile. Et on met de l'huile dedans, mais on ne change pas le moteur ou on ne le répare pas. Donc c'est un peu une solution, comment dire, un peu aléatoire à la limite. Ouais. La transfusion dure en général 2 kilos de 300 millilitres. Et ça dure entre 3 heures et 3 heures et demie. Et au bout de ces 3 heures et demie, je rentre chez moi et regonflé. Je pense que le médecin, son rôle au départ, c'est déjà d'évaluer les patients qui vont être à court ou moyen terme transfusés, puisque tous les patients ne vont pas être immédiatement transfusés dans le parcours de leur myélodysplasie. Il faut déjà recueillir le consentement, s'assurer qu'il n'y a pas de refus de transfusion, ce qui est possible dans certains cas, puis informer le patient des risques de la transfusion, les principaux risques de la transfusion, et définir ce qu'on appelle une attitude transfusionnelle, c'est-à-dire la qualification des produits qui devront être utilisés pour ce patient et les seuils transfusionnels, que ce soit en hémoglobine ou en plaquettes, en dessous desquels on doit envisager la transfusion chez le patient. Après, une fois que tout ça est fait, ce sera la prescription des produits en fonction des résultats biologiques et la transfusion étant déléguée au niveau des infirmières. Oui, le rôle de l'infirmière au moment de la transfusion, c'est veiller au bon déroulement du soin, rassurer le patient, être présente s'il y a un souci, et lui donner des explications concernant ce qu'est une transfusion, comment ça se déroule, dédramatiser le soin, parce qu'en fait, finalement, ça se passe
plutôt bien, il n'y a pas de souci. Il y a peu de soucis, on va dire, quand on transfuse. Alors la première fois, moi j'ai coutume de leur demander s'ils ont déjà donné leur sang. Parce que quand quelqu'un a déjà donné son sang, il se rend compte de toutes les précautions qui sont prises en amont. Pour ceux qui n'ont jamais donné leur sang, effectivement, je leur dis qu'il y a beaucoup de contrôles en amont. Je leur dis que les gens qui sont susceptibles d'avoir des pathologies diverses et variées, on les exclut du don, de façon à vraiment sécuriser au maximum. Et je redis toujours que le risque zéro n'existe pas. Je me suis sentie un petit peu coupable parce que c'était quand même, j'avais un peu l'impression d'être le vampire. Bien sûr, j'avais donné mon sang quand j'étais jeune. Je savais que ma myélodysplasie était d'origine professionnelle, donc je me sentais quand même un peu coupable. Et le sentiment de culpabilité a très vite disparu parce que ces transfusions, elles étaient nécessaires pour moi. À la première transfusion, quand on ouvre le dossier transfusionnel, l'infirmière remet une information générale sur la transfusion au patient, on appelle l'information pré-transfusionnelle, qui donne des informations des généralités sur la transfusion. Et avant la sortie du patient, si celui-ci n'est pas hospitalisé, donc par exemple est transfusé en hôpital de jour, on lui donne un document qu'on appelle document post-transfusionnel sur les consignes au cas où il y a des soucis à la maison, qu'ils puissent donc nous contacter. En général, une transfusion d'une poche de sang dure pour un patient n'étant pas considéré comme patient fragile, ça dure 1 heure. Maintenant, pour les patients fragiles ou patients âgés, il y a toujours selon les recommandations de l'HAS, on adapte le débit selon le poids. Donc, le débit, c'est 2 millilitres kilo-heure. Donc, ça peut aller d'une transfusion qui va durer 1 heure et quart jusqu'à 3 heures. Une transfusion, ça fait pas mal. On sent rien. Ça fait peur, en fait, mais en fait, finalement, une fois que le patient a eu sa première expérience, après, il est complètement en confiance au moment de la transfusion. J'ai tendance à sommeiller un peu. Et quelquefois, je ne me rends pas compte. La poche, elle est passée. J'ai sommeillé, la poche, elle est passée. D'un coup, ça sonne. Je dirais que ces traitements, je n'ai pas le choix. Donc, je me suis résigné. Je me suis résigné à ce traitement parce qu'aujourd'hui, je n'en supporte pas d'autres. Ma SMD est de bas risque, donc je ne suis pas éligible à une greffe en l'état actuel, puisque la transfusion fonctionne, mais dans les SMD, il n'existe pas, hormis la transfusion, d'autres traitements pour améliorer la qualité de la vie. Donc, je vis avec, j'en ai fait pas mon quotidien, mais mon bi-hebdomadaire, et je vis avec, j'organise mon planning, j'essaye de maîtriser mon planning. Moi, je pense qu'il faut informer l'infirmière et le médecin s'il y a des problèmes d'essoufflement, par exemple, ou si le patient a des œdèmes des jambes qui sont apparus. Ça peut être déjà des signes de surcharge et que la transfusion pourrait aggraver. Maintenant, au niveau règles hygiéno-diététiques, il n'y a rien de particulier à faire. Si on détecte une augmentation, par exemple, de la tension artérielle au cours de la transfusion, ou si le patient sent un petit peu plus essoufflé, etc., à ce moment-là, on va donner des diurétiques. Après, il y a certains patients qui vont être transfusés de façon très régulière, qui peuvent être difficiles ou ça peut être difficile de mettre une perfusion à chaque fois. Donc, dans ce cas-là, on peut proposer de mettre des chambres implantables, ce qui permet d'avoir un accès plus facile pour les transfusions ultérieures. Moi, je n'ai jamais ressenti de douleur. Bon, à part le fait quand il fallait piquer, maintenant, on a un catépique, ça va. Non, je dirais que ça se passe très bien et qu'on s'y habitue très vite quand on a besoin, quand on en a vraiment besoin. Et bon, bien sûr, il y a la piqûre. Alors, il y a des gens qui ont des bonnes veines et il y en a d'autres qui n'ont pas de bonnes veines. Mais enfin, si on ne trouve plus la veine, on m'a dit il faut que vous portiez un cathéter. Et depuis que j'ai le cathéter, ça se passe merveilleusement bien.
prévoir les examens immunohématologiques obligatoires avant transfusion, c'est-à-dire de détermination des groupes ABO et phénotype Rhesuskel, et en cas de transfusion de globules rouges, ce qu'on appelle une recherche d'agglutinine irrégulière. Maintenant, quand une RAI positive pour l'identification de l'anticorps, ils peuvent parfois se faire aider par la transfusion sanguine, le laboratoire, et dans tous les cas, pour pouvoir être transfusé, l'établissement de transfusion sanguine doit récupérer le résultat sur une plateforme Internet qui s'appelle ERA, et sans ces résultats récupérés, ils ne délivreront pas les produits sanguins. Les patients qui ont une RAI positive ont besoin d'un examen biologique supplémentaire qui s'appelle le Coombs, et en fait, qui va s'assurer que les globules rouges dans la poche ne sont pas reconnus par un anticorps qui serait présent chez le patient et qui n'aurait pas été identifié. Et ce test, on appelle ça test de compatibilité au laboratoire, a une validité de 72 heures comme la RAI. L'EFS trouve toujours le sang compatible pour le patient. Il faut dédramatiser, le RAI positif, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est juste une complication à l'organisation pour le service, pas pour le patient. À 90% du fer dans l'organisme, c'est dans les globules rouges. Donc, quand on apporte des globules rouges à des patients, en même temps, on va leur apporter du fer. Et ce fer va se déposer dans des organes comme le foie, le cœur, etc. Donc, au-delà de 10 poches de sang ou d'une ferritine supérieure à 1000, on va proposer un traitement chélateur avec aujourd'hui des formes orales qui sont proposées et qui ont pour but de baisser ce taux de ferritine ou au moins de le stabiliser. Alors moi, j'ai de la chance parce que je supporte très bien le chélateur de fer. Alors, c'est la dernière forme, je ne sais pas, pelliculée. Donc, il y a beaucoup moins d'effets secondaires, en particulier sur la digestion. Dédramatiser aussi ce qu'on appelle l'incident transfusionnel ou effet indésirable receveur. Le patient, au décours d'une transfusion, va avoir un peu de fièvre, va avoir, par exemple, des frissons. Ça peut arriver, ce n'est pas grave en soi. Maintenant, on fait tout ce qu'il faut pour… on arrête le produit, on fait des hémocultures, on met des antibiotiques. Voilà, on prévient, on essaie de mettre en place… Et ça n'empêchera pas les futures transfusions. Et ce n'est pas pour ça que le patient refera un incident transfusionnel à la prochaine transfusion. Si, une fois que vous êtes arrivé à la maison, il y a tel ou tel signe qui apparaissent, recontactez-nous. Parce qu'il peut y avoir des effets indésirables qui surviennent un peu de façon décalée par rapport à la transfusion. Ça peut être de la fièvre, ça peut être des frissons, ça peut être une réaction allergique, ça peut être un essoufflement, principalement ce type de réaction. Mais c'est vrai, quand on est dépendant des transfusions, on sent, enfin personnellement, je ne me sens pas bien tout de suite. Hein. Ça va mettre 1 ou 2 jours à ce que je me sente à nouveau bien. Et puis après, ça va de moins en moins bien. C'est l'effet yo-yo. Alors, on peut avoir des crampes, on est essoufflé, on se traîne. Enfin. Et également, ce que j'ai remarqué, c'est que mes capacités intellectuelles varient. Si j'ai un haut taux d'hémoglobine, ça va bien. Si mon taux d'hémoglobine est bas, ça va moins bien. Vous allez avoir du sang, c'est du directement consommable. C'est-à-dire que généralement, le premier jour, on n'a pas forcément les bénéfices puisqu'on a passé la journée ici, on a attendu, ça a été une grosse source de stress, mais généralement, dès le lendemain, les gens sont beaucoup moins symptomatiques. Ça, c'est pour le sang. Pour les plaquettes, c'est aussi quelqu'un qui est en train de saigner, on lui met des plaquettes, effectivement, il va vite voir que les saignements s'estompent. Prendre rendez-vous pour sa transfusion, et ça, c'est pas facile, surtout en période de vacances, quand les infirmières sont en vacances, c'est difficile. Alors, de trouver la bonne date. Puis, il y a des patients qui sont plus urgents que nous, alors qu'on va prendre d'abord, donc c'est remis. Ça, je trouve que c'est… Attendre sa transfusion, ça peut être pénible. Il faut qu'ils discutent avec leur médecin pour savoir à quel taux d'hémoglobine ils doivent contacter le service
ou à quel taux de plaquettes ils doivent contacter le service. Maintenant, les patients, au bout de quelques transfusions, sont tout à fait capables d'appeler directement l'infirmière qui organise les transfusions et puis de voir avec elle pour la mise en route des transfusions. Nous, pour des patients stables, c'est 8,5 grammes d'hémoglobine, c'est-à-dire on ne veut pas qu'il baisse en dessous de 8. Donc, dès que le patient est à 8,5, on va organiser la transfusion pour qu'il se maintienne au-dessus de ces 8 grammes, par exemple. Maintenant, certains patients qui ont des antécédents cardiologiques ou respiratoires, le médecin va pouvoir dire « mais chez ce patient, c'est 9 ». Donc, c'est ça l'attitude transfusionnelle. Donc, on définit le seuil d'hémoglobine en dessous duquel le patient doit être transfusé. Mais effectivement, quand nous, on peut avoir une faille et ne pas avoir reçu un fax de résultat, c'est vrai que c'est plutôt bien que le patient puisse nous avertir. Après, ça passe par l'éducation des chiffres, c'est-à-dire quelle ligne il faut lire particulièrement, parce que les chiffres en gras, ils sont tout le temps en gras sur les anomalies. Donc après, il faut savoir détecter quelles anomalies sont importantes, leur donner leur seuil transfusionnel en plaquettes et en globules rouges, savoir détecter s'ils ont des difficultés à respirer pour ceux qui sont plutôt transfusés en globules rouges, pour ceux qui sont plutôt transfusés en plaquettes, les bulles hémorragiques dans la bouche, les pétéchis sur les jambes, les urines rouges. Tout ça, c'est l'éducation que l'on fait au long cours avec nos patients. Il ne faut pas laisser les valeurs trop baisser, parce qu'après, on ne se sent pas vraiment bien. J'ai déjà été très basse 2-3 fois, et là, ça fait vraiment mal. Mais après, il y a chaque cas individuel. Il y a peut-être des gens qui ont besoin beaucoup moins de transfusion, et d'autres plus. Ouais. L'infirmière est formée à la transfusion. Elle doit suivre un texte de loi, une procédure. Donc, elle va tout mettre en place pour que la sécurité transfusionnelle soit respectée. On va vérifier l'identité du patient, on va vérifier toutes les concordances documentaires au moment du soin, on va faire le test de compatibilité, donc tout est respecté de la livraison du produit sanguin à la transfusion. Les surveillances qui vont être mises en place, donc c'est surveillance pouls, tension, température, saturation, c'est fait régulièrement, c'est retranscrit dans le dossier. S'il y a quoi que ce soit, on arrête la transfusion. Il y a des HAD qui assurent des transfusions à la maison, sous la surveillance d'une infirmière, avec un médecin traitant qui doit pouvoir être disponible s'il y a de moins de soucis. Maintenant, l'infirmière doit rester pendant toute la transfusion, donc ça fait quand même une personne bloquée pendant tout ce temps-là. Et c'est pourquoi il y a pas mal d'HAD qui n'assurent pas les transfusions sanguines, mais il y en a certaines qui le font. Ce qui pose problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un médecin qui se rende disponible, le médecin de l'HAD ou le médecin traitant qui doivent se rendre disponibles au domicile du patient s'il y a un souci avec la transfusion. Et le problème, c'est la disponibilité des médecins. Je pense que ça aurait mérite d'être développé pour les personnes très âgées. Après, faire rentrer l'hôpital à la maison, tout le monde n'aime pas. Hein. Bon, quelque part, ce n'est pas une sortie agréable, on ne peut pas dire. Mais pour moi, qui suis quand même bloquée chez moi, parce que je ne peux pas sortir toute seule, mais les infirmières, le personnel de soins, il n'y a pas de souci. Ils sont toutes aux petits soins. J'ai renoncé à faire aucune vacance, aucun voyage. Si, sur 2 jours, ça peut se faire, mais on ne va pas très loin en 2 jours. Mais sinon, non, c'est fini. Si le patient est amené à s'absenter, pour X raisons, en France, on organise soit des transfusions avant son départ, globules rouges et plaquettes, soit le patient part avec son groupe sanguin, un courrier du médecin hématologue
On lui demande de prendre contact avec une infirmière et un médecin de ville sur son lieu de vacances, de façon à pouvoir faire ses prises de sang, comme il les faisait à la maison. Et s'il y a besoin d'être transfusé, d'avoir un contact avec le médecin traitant qui, lui, va prendre contact avec l'hôpital le plus proche pour organiser la transfusion. Ce n'est pas valable à l'étranger. C'est trop compliqué d'organisation à l'étranger. Là, je pense que le fait de pouvoir, enfin, pour mon cas, hein, se déplacer plus librement serait un grand progrès dans la qualité de vie qu'on pourrait attendre. Si on décide de transfuser, même si le taux d'hémoglobine est un petit peu plus élevé que ce qu'on a d'habitude, on transfusera quand même le patient pour justement remonter son taux d'hémoglobine et qu'il puisse profiter de son séjour. Puis après, il y a aussi la sécurité transfusionnelle. Hein. La France, c'est un pays où elle est maximale. On maîtrise moins son planning que si on était libre sans transfusion. On a une plus grande difficulté à se déplacer, à voyager, puisqu'on hésite toujours à voyager, on n'est pas sûr de l'avoir à l'endroit où on va, le bon labo pour faire les analyses, le bon centre de transfusion, la disponibilité que peut avoir le centre de transfusion qui vous connaît et un autre centre de transfusion en province que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas. Donc, je pense que les démarches sont un peu plus longues. Par contre, l'étranger, pour l'instant, je n'ai pas eu le courage ni le goût de tenter d'aller à l'étranger. Donc ça, c'est une contrainte, effectivement, qui est assez forte. La transfusion, c'est effectivement quelque chose qui nous permet de rencontrer des patients et de les suivre au long cours, je dirais. C'est un accompagnement, enfin un relationnel qui dure dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase aiguë de traitement, ou plus rarement, on va dire ça. Et on est plutôt on avance avec les gens, on apprend à les connaître, on grandit avec eux. On avance avec eux dans leur vie, entre guillemets, quotidienne, avec les aléas de la vie, forcément. Et donc, on arrive à bien connaître nos patients, effectivement, à force de les prendre en charge. Les gens sont très compétents, on est très bien accueillis, on est très bien suivis, on peut poser les questions qu'on veut sur la qualité du sang, sur le volume de sang qu'on nous transmet, d'où il vient. La seule contrainte, c'est effectivement aujourd'hui, c'est de se déplacer à l'hôpital, puisque aujourd'hui, on ne peut pas avoir en HAD, c'est-à-dire en hospitalisation à domicile, on ne peut pas avoir de transfusion. Je n'ai pas eu personnellement de problème, et je ne connais pas de gens qui ont eu de problème très compliqué dû à une transfusion. Un jour, en salle d'attente, il n'y a pas très longtemps, peut-être 1 an ou 2, quand on parle quelquefois bâton rompu avec d'autres personnes, et quand mon tour est arrivé pour dire ce que j'avais, donc j'ai dit que j'avais des transfusions et que j'avais ça depuis 2009. Et donc, ça faisait pratiquement, maintenant, ça fait 13 ans, quoi. Et elle a trouvé vraiment la bonne réponse. Ah ben, ça donne de l'espoir, parce que ça fait quand même longtemps. En tant que je suis toujours là, je suis toujours debout. Même si je suis vacillante maintenant, mais je suis toujours debout. Qu'on peut vivre très très longtemps avec des transfusions. J'ai dû avoir 100 de transfusions. Et je pense qu'il y a d'autres personnes, j'ai lu le livre d'une Allemande, et je crois qu'elle en était à 500, quelque chose comme ça. Donc, bon, il y a des inconvénients, mais on peut vivre très longtemps. Qui a été réalisé et qui est bien monté, j'ai trouvé. Je l'avais vu une fois avant le montage, je ne l'avais jamais vu complètement et
Je trouve que ça explique bien tous les éléments. Et puis, il y a des petites séquences. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, l'assistance. Voilà. Bien, je vais donner la parole maintenant. Je voudrais compléter que, en revoyant le film, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient un peu rapides. Alors, je vous rappelle que sur le site de l'association, ce film sera disponible et sera visible d'ici une dizaine de jours, de même que l'ensemble de cette réunion d'aujourd'hui, avec la séance de questions-réponses. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles on est passé un peu vite, vous pourrez toujours les revoir sur le film et vous pouvez toujours reposer des questions au cours dans la prochaine heure. Et puis, continuez à poser des questions sur le site de l'association. On essaiera de vous répondre ou de vous donner des réponses par des gens qualifiés pour parfaire votre information. Voilà, donc je vous laisse poser les questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Sinon, moi, j'ai un certain nombre de questions déjà qui sont arrivées sur le site. Mais si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas pour commencer. Questions? Je peux poser une question qui n'est pas vraiment liée. Je m'interroge sur le fait qu'on ne puisse pas avoir suffisamment de personnes qui donnent leur sang. Mais une chose que je ne comprends pas, pourquoi on refuse des personnes qui souhaiteraient donner leur sang parce que, par exemple, ils ont de l'hypertension. Je ne vois pas le rapport entre l'hypertension et le sang. Bien vous m'éclairiez là-dessus. C'est juste parce qu'en fait, lors du don, on peut avoir des complications cardiaques. Et donc, c'est pour protéger le donneur. Et il y a une autre question qu'on va me poser plus tard, mais en fait, il y a des recommandations qui protègent le donneur. C'est pour éviter qu'il ne fasse des complications au moment du don. Et puis, il y a des recommandations vis-à-vis du receveur. C'est-à-dire que si vous avez une... Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Quand vous avez une maladie infectieuse où vous ne pouvez pas donner votre sang parce qu'en fait, le don va être contaminé. Et donc, en fait, c'est pour protéger le receveur et le donneur. Donc, ces recommandations qui sont éditées par les agences nationales protègent l'un et l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est pas assez fort. Justement, à ce propos, il y avait une question d'un de nos adhérents qui disent la prudence engendrée par les 43 questions semble dicter prioritairement dans un but de couverture juridique. Ma fille a voulu donner son sang, ce dont lui a été refusé dans la mesure où elle avait une rectocolite hémorragique. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que vous pourrez répondre. En fait, la rectocolite ulcéro-hémorragique est une maladie inflammatoire du tube digestif. La muqueuse du tube digestif est complètement altérée, même quand ils sont traités. Le risque de donner son sang, c'est d'avoir une contamination par des germes digestifs au niveau du sang qui va être transfusé à un receveur. Donc, clairement, les pathologies inflammatoires de ce type-là sont exclues du don. J'avais Jacques qui dit qu'il n'y a pas de question, mais qui voulait remercier tous les anonymes qui ont donné leur sang, sans qui, effectivement, nous ne serions pas là, ou alors en très, très mauvais état de qualité de vie. Hein. Annie qui pose la question, pourquoi ne peut-on pas donner son sang après 70 ans? Est-il utile de le donner à 68, 69 ans si le sang jeune est plus riche pour un transfusé potentiel? Alors, je dois avoir la réponse de notre collègue du centre de transfusion et je vais la lire. Je vous la donne. Voilà, il est là. Alors, je l'ai. Donc, je lis la réponse. L'âge supérieur à 55 ans chez l'homme et supérieur à 65 ans chez la femme sont des facteurs de risque cardiovasculaire par eux-mêmes. Au-delà de 70 ans, la capacité de régénération de la masse sanguine n'est plus aussi optimale que chez le donneur jeune. C'est donc l'âge qui a été fixé comme limite pour le don du sang, non pas parce que le sang est de moins bonne qualité, mais parce que le prélèvement peut faire courir un risque au donneur. Bien. Par contre, dommage que la question n'ait pas été posée, je trouve qu'il y a de moins en moins
de lieux de collecte de sang. Quand j'étais plus jeune, on les voyait, c'est ce que je dis dans le film, aux abords des lycées, aux abords des facultés, et près des grands centres d'entreprise, on voyait beaucoup de cars pour la collecte du sang qui venaient régulièrement. Et je trouve que maintenant, ils sont beaucoup plus discrets ou beaucoup moins présents qu'ils ne l'étaient avant. Mais c'est une impression que j'ai, je ne sais pas si elle est vérifiée. De Lille. Le FS Normandie, c'est Lille, c'est Hauts-de-France Normandie. Et donc, effectivement, il y a moins de gens pour faire des collectes. C'est plus des gens qui connaissent le terrain qui décident. Et voilà quoi. Parce que moi, je me souviens, mes grands-parents habitaient dans un village du Var où il y avait 900 personnes. Tous les ans, il y avait une association de donneurs de sang dans ce village de 900 habitants, et avec une collecte 2 fois par an. Alors, itinérante, bien sûr, c'était un bus qui passait. Mais il y avait une association de donneurs de sang, une collecte 2 fois par an, et maintenant, je trouve que... Après, les gens, la mentalité change aussi. On est dans une société d'égoïsme, et ce que les gens faisaient il y a 40 ans, les donneurs réguliers de sang qui avaient des médailles, etc., pour eux, c'était quelque chose d'honorifique, quoi. Aujourd'hui, ils s'en foutent. Hein. Oui. Bon, ça ne va pas dans le bon sens pour nous. Non, mais ce sera l'hémoglobine de synthèse. Ah oui, une question. Est-ce qu'on va vers une hémoglobine de synthèse? Est-ce qu'il y a des choses, enfin, est-ce qu'on avance vers ça? Non, mais il y a des travaux depuis des années. Et ce serait vraiment l'idéal, puisque ça permettrait d'outrepasser tout ce qui est immunisation. Puisqu'il n'y aurait plus de la membrane, il y aurait juste la protéine qui transporte l'oxygène. Mais on pourrait peut-être avoir une station chez soi. Produire sa propre hémoglobine. Voilà. Moi, je vais revenir un peu dans l'ordre des questions qui ont été posées. Quel traitement subit le sang avant transfusion? Alors, ça a été un peu évoqué déjà au cours du film. Oui, on pourrait être un peu plus précis. Les poches sont-elles conservées à l'abri de l'oxygène? Alors, technique, on a des patients qui sont au top de la science. Technique Emanext. Moi, j'ai la réponse d'Arnaud, donc je peux vous la lire. Allez-y, je vous en prie. Donc, non, il y a des études en cours, notamment pour le patient drépanocytaire, c'est une maladie de l'hémoglobine, mais ce n'est pas actuellement utilisé. Les données de ces études montrent qu'une différence significative à partir de J21 avec ce mode de conservation par rapport à une poche de sang, mais il n'est pas précisé si la poche témoin est une poche avec solution de conservation seule. Donc, selon la solution de conservation utilisée, la durée de péremption est respectivement de 21, 35 et 42 jours. Donc, en fait, cette technique n'est pas validée à l'heure actuelle. D'accord. Là, on avait déjà évoqué. N'hésitez pas, à ceux qui sont en visioconférence, de nous transmettre vos questions. Alors, quelle est une question qui revient sur le seuil concernant le taux? Quel est le seuil concernant le taux d'hémoglobine à partir duquel une transfusion est déclenchée et quelle quantité de sang est donnée? Alors, ça a été plus ou moins, ça a été déjà évoqué au cours du film, on peut peut-être le rappeler. Le seuil concernant le taux d'hémoglobine, je crois que ça dépend du patient. Exactement. Voilà. Oui. Quelle quantité de sang est donnée? C'est toujours 2 poches ou... Le premier risque transfusionnel chez le sujet âgé, c'est la surcharge lors de la transfusion, et ce qu'on appelle un OAP post-transfusionnel. Donc, depuis quelques années, il y a des recommandations pour la transfusion des sujets âgés pour éviter cette complication. Et notamment, on utilise un débit régulier en fonction du poids du patient, et on est plus à mettre une poche, quitte à la renouveler
quelques jours après que de mettre d'emblée 2 poches. D'accord, mais ça, c'est pour des patients un peu âgés, donc qui ont des problèmes de. Oui, mais c'est de quand même la tension. majorité des patients avec des myélodysplasies. Absolument, hélas, on Voilà. n'a pas. Sinon, effectivement, un patient plus jeune peut avoir sans problème 2 poches de sang la même journée. Alors, quel peut être l'apport moyen d'une transfusion d'hémoglobine attendu que les prises de sang. Voilà, quel est l'apport moyen en hémoglobine attendu que les prises de sang sont rarement faites juste après comparaison? Peut-il y avoir beaucoup de variations d'apport selon le sang transfusé? Combien de temps dure le bénéfice d'une transfusion et au bout de combien de temps les globules rouges transfusés ont-ils disparu? Là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, on va peut-être commencer par la première. Quel est l'apport moyen d'une transfusion? On dit qu'un concentré de globules rouges augmente de 1,5 à 2 grammes d'hémoglobine. Par poche ou par poche? Par poche. Et 2 à 3% d'hématocrite, bien évidemment en l'absence de consommation ou de saignement. D'accord. Faut pas si le patient a une très grosse rate, on sait qu'il va consommer plus rapidement ses hématocytes que d'autres. Et le bénéfice, on voit bien, nous, qu'il est très dépendant des patients. Oui. Il y a des patients qui, et souvent, avec le temps, les transfusions se rapprochent. Alors, pour parler de mon expérience personnelle, effectivement, moi, je suis transfusé actuellement toutes les semaines, il y a quelquefois un saut, une semaine sur l'autre, mais ça ne dépend pas, je dirais, de la poche, parce que j'ai toujours 2 poches à chaque fois, et les réactions, et je dirais, la tenue de mon taux d'hémoglobine n'est pas liée, a priori, au nombre de poches. Enfin, c'est pas cohérent. Voilà, il n'y a pas de cohérence. Il y a quand même une certaine cohérence puisque vous êtes transfusé régulièrement, pratiquement toutes les semaines. Oui, alors il y a des semaines où je remonte de 0,2 grammes Oui. et des semaines où je remonte d'1,5 gramme. Oui, ça, c'est assez bizarre. Oui. D'ailleurs, personne ne se l'explique vraiment. Oui. Est-il exact qu'en HAD, on ne peut transfuser qu'une seule poche à la fois des 2 habituels? Ça, on en a parlé. Ça veut dire que ça mobilise une équipe pendant plus de temps et je ne suis pas sûre que ce soit possible sur le plan pratique. Ouais. Bon, personnellement, je pense que ça va être très compliqué, d'abord en personnel, parce qu'il faut quelqu'un en présence. Oui. Donc, non seulement une infirmière de ville qu'il faut. Ce qui marche, c'est dans des grandes villes comme Paris, c'est des HAD de quartier. Oui. C'est-à-dire que les patients sont dans le même quartier que l'HAD. Il y a besoin d'une infirmière qui vient faire le geste et le médecin doit être disponible simplement. Il n'a pas besoin d'être sur place. Oui. Et c'est le médecin traitant qui doit être disponible. Donc, ça entraîne plus de difficultés. Mais effectivement, ici, on a toujours essayé de développer un peu de transfusion en HAD. C'est très compliqué. Ah oui. Est-il normal qu'après 2 transfusions, que l'hémoglobine et les plaquettes augmentent, mais que les globules blancs diminuent? Il n'y a pas de globules blancs dans les transfusions, c'est des leucocytés. Donc, ça n'a pas augmenté les globules blancs. Et si les plaquettes augmentent, c'est qu'on a eu des plaquettes ou qu'il y a eu un autre mécanisme qui fait que ça augmente. Mais les CGR, il n'y a que des globules rouges. Est-ce qu'il y a des questions, oui, dans la salle? D'accord. On parle de transfusion de sang, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des transfusions de plaquettes uniquement. Et d'après ce que j'ai vu, les plaquettes, ou j'ai pas bien compris, il y a une durée de vie de 7 jours. À peu près. Ça veut dire qu'il faut faire une transfusion tous les 7 jours? Alors, dans les syndromes myélodysplasiques, les patients qui ont des plaquettes qui sont basses ne sont pas transfusés systématiquement. C'est en termes de symptomatologie, parce que sinon, effectivement, vous devriez être transfusé toutes les semaines ou même plus. Clairement, ce n'est pas faisable. Donc, en fait, dans les syndromes myélodysplasiques, l'attitude transfusionnelle est de dire on ne transfuse que 6 saignements, quel que soit le taux de plaquettes. Vous avez 5000 plaquettes, vous ne saignez pas, vous n'êtes pas transfusé.
vous avez 40 000 plaquettes, vous saignez, il faut vous transfuser. Donc, oui, il faut transfuser quand il y a des symptômes et pas transfuser systématiquement toutes les semaines. Je reviens sur les poches de sang. Que penser de l'efficacité d'une poche qui périme 1 heure après la fin de la transfusion? C'est une péremption courte. Et donc, bon, le problème, il est principalement pour les plaquettes. D'accord, Enfin, oui. donc, il y a moins de plaquettes. Déjà, la péremption des plaquettes avant était de 5 jours. Maintenant, elle est passée à 7 jours pour perdre moins de produits. Et puis, quand on nous livre des plaquettes à péremption courte, c'est pour qu'on les transfuse immédiatement. Maintenant, bien évidemment, c'est pas parce qu'on est à 7 jours que toutes les plaquettes vont disparaître d'emblée dans la poche. Il y a des plaquettes efficaces. Par contre, dans certains cas particuliers, on peut demander des plaquettes fraîches pour être sûr d'avoir des plaquettes de moins de 48 heures et avoir une efficacité transfusionnelle plus importante. Autre question. Il m'est arrivé d'avoir de toutes petites poches de 220 millilitres et de 240 millilitres, avec une étiquette indiquant que chaque poche contenait bien les 40 grammes d'hémoglobine, censé procurer une augmentation de l'hémoglobine de 1 gramme par 1 gramme. Pourtant, il a fallu recommencer la transfusion plus tôt que d'habitude. Est-ce que la quantité de sang à taux d'hémoglobine constant, je dirais, permet d'espacer plus ou moins les transfusions? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Qui est de 120 millilitres ou 240 millilitres, à partir du moment où j'ai 40 grammes d'hémoglobine dans ces deux poches, est-ce que le résultat est le même? Si on transfuse 40 grammes d'hémoglobine, c'est censé apporter le même résultat. Maintenant, c'est pas lié à la capacité prévue dans la poche. Et je peux avoir 40 grammes je sais pas. J'essaye de transposer la question. Ouais, je vois bien, mais... Est-ce que dans 220 millilitres, je peux avoir 40 grammes d'hémoglobine? Et est-ce que dans 120 millilitres, je peux avoir 40 grammes d'hémoglobine? Exactement. En fait, le volume n'a pas d'incidence sur la quantité. D'accord, c'est ça. Il y a Voilà. une quantité minimale à respecter et le volume n'a pas de... D'accord, donc ça n'a pas d'incidence Non. sur l'espacement des transfusions. D'accord. Pourquoi ne contrôle-t-on le fer que tous les 6 mois alors que ça peut augmenter dès la seconde transfusion? Après, la surcharge en fer, c'est une complication de la transfusion répétée. Ça n'apparaît pas non plus en 2 jours. Chaque poche de sang, c'est 500 mg de fer. Et on considère qu'au-delà de 10 concentrés de globules rouges ou une ferritine à 1000, on doit se poser la question d'un traitement chélateur chez certains patients. Pas chez tout le monde, parce qu'il y a aussi des effets secondaires de ces traitements. Oui, madame? Non, bougez pas. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'on peut être transfusé quand on a trop de fer? Ça n'a rien à voir? Rien à voir. Si vous, même si vous avez une hémochromatose familiale avec trop de fer, vous avez un accident de voiture, on va vous transfuser pour que vous puissiez continuer à transporter l'hémoglobine vers vos organes. Voilà. Maintenant, chaque transfusion amène du fer. Et puis, dans les syndromes myélodysplasiques, il y a un trouble du métabolisme du fer dès le départ. Donc, même quand vous n'êtes pas transfusé, vous avez une ferritine, le marqueur de la surcharge en fer, les réserves en fer, qui est augmentée. Donc, finalement, quand vous avez besoin de transfusion pour vivre, il faut transfuser, quel que soit votre taux de ferritine. Et toujours pour ce faire. Attendez. Oui, sur ce fer, parce que moi, il y a 10 ans, j'avais les transfusions. Maintenant, je ne les ai plus, puis je suis greffé. Mais les transfusions de fer, c'était
un problème énorme. C'est l'excès de fer au bout de 1 an ou 2 ans. Et là, j'ai vu la dame 10 ans, elle dit. Oui. Oui, en fait, avant, on n'avait que des produits en sous-cutané ou en IV, alors qu'aujourd'hui, on a des produits. Donc, ça a évolué en 10 Voilà. ans. c'est ce Oui, que oui, je- ça a évolué. Oui, tout simplement, je voudrais savoir pourquoi les transfusions sanguines ne concernent que très rarement les globules blancs. Les globules blancs. Oui. Je On a dis dit bien que les les globules plaquettes blancs. avaient une durée de vie de 7 jours. Les globules blancs, c'est quelques heures. D'accord. Donc, on D'accord. ne pourra jamais Deuxième envisager. chose, pour récupérer des globules blancs, eh ben, il faut stimuler la moelle pour que les globules blancs sortent de la moelle et passent transitoirement dans le sang. Chez le donneur. Donc, le donneur doit prendre de la cortisone avant D'accord. son don de globules blancs. Et donc, les globules blancs peuvent être transfusés. Mhm. C'est ce qu'on appelle des concentrés granulocytaires, dans des conditions très particulières, chez des gens qui ont un foyer infectieux sévère et qui n'ont pas de globules blancs. Et l'idée est uniquement de passer le temps où ils n'ont pas de globules blancs et attendre ce qu'on appelle la sortie d'aplasie, où à nouveau, ils sont capables de refabriquer leurs globules blancs. D'accord ? Et enfin, la tolérance des globules blancs, c'est pas toujours simple. Ça peut donner des complications respiratoires, etc., etc. Mais oui, on peut transfuser des globules blancs. Merci. Mais exceptionnellement. Exceptionnellement, voilà. C'est ma Et question. on parlait de l'EFS qui regroupe tout, machin. Avant, c'était fait à Bois-Guillaume. Maintenant, c'est Paris pour nous. Donc, il faut faxer un papier, nana, donc on ne l'a pas le jour même. Ouais, merci. Pour parler de mon cas personnel, moi qui suis transfusé régulièrement, donc toutes les semaines ou exceptionnellement tous les 15 jours, je fais un examen de la ferritine tous les mois seulement et je vois qu'elle est assez stable avec le traitement chélateur du fer qui m'est donné. Donc, on ne le fait pas à chaque fois, mais au bout de tous les mois, on me demande de vérifier mon taux de fer. Oui, ça, je pense que ça dépend un peu des centres. Nous, on le fait tous les 3 mois dans certains centres. Et puis, en fonction aussi du taux de ferritine. Je pense que au bout de X transfusions, si ça reste stable ou si ça augmente lentement, on n'a pas besoin de le refaire régulièrement. Absolument, oui. Autre question, alors elles sont un peu dans le désordre quand même. Avec le cariotype, peut-on savoir si on a un SMD qui va nécessiter d'être transfusé au long cours ou pas? Eh ben, je dirais, c'est pas tellement le cariotype qui influence les transfusions, c'est l'index pronostique. Donc, non, ça n'a rien à voir. Oui. Il y a d'autres traitements que la transfusion aujourd'hui. Exactement. Donc, en fait. La transfusion est. Excusez-moi. Non, allez-y. La transfusion est pour ceux qui ne réagissent qu'à aucun autre traitement, tel le luspatercept, le Vidasa et autres. Hein. C'est ceux à qui aucun traitement ne bénéficie autre. Tout à fait. En fait, on commence toujours par le PO. Et ensuite, en fonction du type de syndrome myélodysplasique, on peut proposer d'autres traitements, comme le Revlimid, par exemple, comme le luspatercept ou l'azacitidine. Et quand tout ça ne marche plus, ou même quand ça marche de temps en temps, on est obligé d'y associer des transfusions. Pourquoi les transfusions sont-elles de plus en plus rapprochées au fil du temps? Parce que la maladie progresse, même si au niveau de la moelle osseuse, on n'a pas de... On n'a pas de signe d'évolution de la maladie. D'accord. Non, donc c'est vraiment l'état du patient, entre guillemets, l'état du patient de fatigue, d'anémie, d'essoufflement et autres, qui détermine, dans le cas où il n'y a pas d'autre traitement possible, s'il a besoin de transfusion ou pas. C'est pas le nombre de blasts, c'est pas le nombre de... Alors c'est vrai que lorsque la maladie progresse avec un pourcentage de blasts qui augmente, la moelle osseuse fabrique moins de globules rouges. Mais de temps en temps, la moelle osseuse reste stable, mais la production de globules rouges ne se fait pas autant qu'au départ. Donc, en fait, c'est une espèce de progression de la maladie sans réel signe au niveau de la moelle osseuse d'évolution vers quelque chose de plus agressif. D'accord. Hein, on peut peut-être expliquer ce que c'est qu'un blast. Alors, Gérard Buchonnet en a parlé. Le blast, c'est la cellule souche qui va donner
les globules blancs, les plaquettes, les globules rouges. C'est la cellule qui va nous faire dire, voilà, c'est une maladie qui est plus ou moins agressive. Et lorsque ça progresse, effectivement, lorsqu'on a un taux de blast très, très important, ça peut évoluer. Je pense que vos médecins ont dû vous en parler. Ces maladies peuvent progresser vers des leucémies aiguës. Et lorsque les blasts augmentent de façon trop importante, voilà. Donc, c'est important d'avoir le taux de blast pour savoir si la maladie progresse tellement pour qu'on puisse proposer d'autres thérapeutiques, des thérapeutiques qui s'adressent au syndrome myélodysplasique plus agressive. C'est-à-dire que le blast, ce sont des cellules avortées qui n'ont pas été jusqu'au bout de leur... C'est celles qui vont donner les globules blancs, les plaquettes, les globules rouges aussi. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a... Elles sont jeunes. Elles sont jeunes, mais elles n'ont pas été jusqu'au bout, en fait. Elles ne vont pas toujours jusqu'au bout, non. D'accord, donc, OK. Peut-on transfuser indéfiniment? On a eu quelques exemples de moi-même depuis 5 ans, Annie Kolb qu'on a vu depuis une douzaine d'années, et l'autre patiente dont j'ai oublié le nom, elle avait 14 ans qu'elle était transfusée. Donc, a priori, on peut transfuser indéfiniment, quoi. Si la maladie n'évolue pas dans un mauvais diagnostic, on peut transfuser indéfiniment. Alors là, ça va être très, très technique. C'est la lecture des examens de laboratoire. Que veulent dire les éléments suivants et quelle est leur importance? La VGM. Alors, moi, là, je vous laisse répondre. Alors, en fait, la question, c'est que veulent dire les éléments suivants et quelle est leur importance? VGM, TCMH, CCMH. En fait, ce sont les valeurs du globule rouge. Donc, en fait, pour vous, ça n'a aucune importance. Tout est lié au globule rouge et au taux d'hémoglobine. Donc, pour vous, vous n'avez pas besoin de savoir que vous avez un volume globulaire moyen, le VGM, qui est augmenté. Ça n'a aucune importance pour la prise en charge thérapeutique. Alors, leucocyte, quelle est l'importance de chacun des polynucléaires, neutrophiles, éosinophiles, basophiles? Alors là, bon, c'est pareil. C'est pareil, bon, d'accord. Donc, en fait, donc, ça nous est égal pour nous. Oui, ça vous est égal. En fait, chacun a une spécificité. Le polynucléaire a pour but de vous défendre contre les infections bactériennes, par exemple. Ce sont les globules blancs qui vous défendent. D'accord. Les autres ont d'autres spécificités. Donc, les leucocytes, ce sont les globules blancs. Leucocytes, c'est globules blancs. D'accord. Interprétation des données suivantes, CRP, créatinine, azate et alate. Alors, je ne sais pas si ça a une importance pour nous. Aucune. Aucune. En fait, créatinine, ça évalue la fonction du rein. Azatalate, ce sont des paramètres hépatiques. Et la CRP, c'est un paramètre d'inflammation. Mais enfin, pourquoi ces analyses, je dirais, sont-elles demandées si Alors, elles peuvent une question stupide. Voilà. Alors, elles peuvent être demandées au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Créatinine, pourquoi? Parce que, je ne sais pas, moi, vous prenez des médicaments et ça peut altérer la créatinine. Le bilan hépatique, pareil, pour voir s'il n'y a pas une perturbation du bilan hépatique lorsque vous avez pris tel ou tel médicament, mais aussi parce que la surcharge en fer peut induire des pathologies hépatiques, pour toutes ces raisons. Mais au départ, le syndrome myélodysplasique ne donne pas d'anomalie, ni de la CRP, ni de la créatinine, ni du bilan hépatique. Ça peut être des complications liées à d'autres maladies. Exactement. Ou ou aux la produits. surcharge ou aux médicaments qu'on va vous prescrire. Voilà. Alors là, c'est des questions, je ne sais pas si on pourrait répondre parce qu'elles sont trop personnelles et sans connaître le dossier vraiment des patients, c'est assez difficile de répondre. Souvent transfusé en plaquettes et en hémoglobine. Je suis sous Vidasa depuis 14 mois. Je suis anormalement fatigué. Je pense que le Vidasa a détruit mes plaquettes. N'aurait-on pas besoin de me transfuser plus souvent? Ça, je pense que c'est difficile de répondre sans qu'on n'a pas le dossier. Est-ce que le Vidasa détruit les plaquettes? Aggrave les cytopénies initiales. Ça aggrave les cytopénies initiales. L'idée, c'est quand même de récupérer des cellules de la moelle osseuse qui fonctionnent plus normalement.
et donc de récupérer une fabrication meilleure des globules, des hémoglobines plaquettes. Mais effectivement, comme tous les traitements de chimiothérapie, ça entraîne initialement une aggravation des cytopénies. Donc on comprend bien qu'ils soient plus fatigués, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans les résultats, tu veux dire absence d'agrégat. Alors, vous n'aviez pas parlé d'agrégat. Bon. Moi, Alors, je repose la question pour le. Non, non, mais dans les plaquettes, quand un taux de plaquettes est bas, le biologiste se doit de s'assurer qu'il n'y a pas des agrégats plaquettaires, donc de coagulation, qui expliquerait le chiffre bas. Et donc, dans ce cas-là, ce sera un faux chiffre dû à l'agrégation. Et notamment, il y a certains patients qui agrègent dans les tubes qu'on utilise de façon habituelle pour les numérations formules. Il y a de l'EDTA dedans. Et dans ce cas-là, on utilise un autre tube pour faire l'analyse, et on se rend compte que le taux de plaquettes est normal, par exemple. Donc, en fait, c'est des agrégats plaquettaires qui peuvent se former dans le tube et sous-estimer le taux de plaquettes. Alors, une question qui vient un peu par visio. Est-ce que l'apport en fer peut être délétère pour un insuffisant rénal? Bon, je pense que de mémoire, l'apport en fer agit sur tous les organes du corps. Oui, mais très peu sur le rein. Très peu sur le rein. L'impact, transfusion de plaquettes fréquentes, est-ce que ça, y a-t-il un impact sur l'organisme pour les plaquettes? Non. Le seul risque, c'est l'immunisation. Il y a des patients qui vont s'immuniser contre des antigènes qu'on dit HLA, qui est le groupe des antigènes des leucocytes, et ça va entraîner une inefficacité de la transfusion de plaquettes. Voilà. Donc les risques en transfusion, ça reste le premier risque, l'immunisation. Alors, autre question, mais là, je pense que c'est un peu compliqué de répondre. À quel niveau de blast le médecin décide-t-il de démarrer un traitement EPO ou transfusion? Je ne sais pas si ça se pose dans ces termes-là. Non, ça ne se pose pas dans ces termes-là. On sait que l'EPO est efficace plus dans les SMD de faible risque, c'est-à-dire qui n'ont pas de blastose médulaire importante. Et donc, effectivement, on débute le BO, mais quand ça ne marche pas, on peut aussi débuter les transfusions et le PO en même temps. Le pourcentage de blast est important, surtout pour mettre un index pronostic en route et savoir s'il vaut mieux proposer une chimiothérapie ou des traitements de soutien. Le niveau de blast détermine, je dirais, la qualité, entre guillemets, de la CMD en fonction des SMD en fonction du classement de l'OMS. Alors, oui, il y a l'OMS, mais il y a aussi les index de pronostic qui vont tenir compte aussi du nombre de cytopénies, l'anémie, la thrombopénie et le karyotype. Donc, on a besoin de ces trois choses-là pour savoir si oui ou non les patients vont répondre. Alors après, on sait aussi que par exemple, quand ils ont plus de 5% de blast, la réponse à l'EPO est souvent moins bonne. Mais c'est une question qui rejoint un peu ce que disait Annie. Il me semble, d'après mes observations, que l'anémie aggrave les problèmes cognitifs. Qu'est-ce que vous en pensez? On parle de chémophage. De chémophage. Oui, chémophage. Ben oui, en fait, le globule rouge transporte l'oxygène et pour fonctionner, le cerveau a besoin d'oxygène et de glucose. Donc, fatalement, s'il y a moins d'oxygène, on se sent plus fatigué et le cerveau fonctionne moins bien. Logique. Alors, on peut peut-être. Là, on s'éloigne un peu des transfusions et on parle des traitements qui sont en cours. Donc, le luspatercept qui a été autorisé en ville en juillet. Hein. Alors, je tiens à signaler que l'association CCM a beaucoup participé à la mise au point de ce médicament, notamment des patients participant aux essais.
On a fait une communication auprès de la Haute Autorité de Santé. Et ensuite, donc l'AMM, tout ça, toutes les étapes avaient été franchies au niveau européen, au niveau France. Et il restait une dernière étape qui était la fixation du prix entre la Sécurité sociale et le ministère de la Santé et le fabricant. Cette discussion a démarré en juin 2021 et nous avons écrit en juin 2022 à la direction de la santé pour faire avancer cette discussion, sans prendre position pour l'un ou pour l'autre, mais simplement pour dire que ce produit permettait d'abord de ne pas se déplacer à l'hôpital, qui pouvait être pris en ville, pardon, qui n'est pas pris en ville, qui était disponible dans une pharmacie de ville et injecté par une pharmacienne, pardon, une infirmière de ville. Et alors, je ne sais pas si notre action a été importante, mais un mois après, ça s'est débloqué. Et depuis le 22 ou le 23 juillet, ce produit est disponible dans les pharmacies avec des effets indésirables comme tous les produits, mais avec des effets indésirables négligeables et vraiment une qualité de vie pour que nous considérons, nous, pour les patients, comme importante, puisqu'il n'y a pas de déplacement, on réduit le nombre de transfusions. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quel est le recul et quel est le taux, entre guillemets, de réussite de luspatercept. Je ne sais pas si on est encore assez avancé dans l'administration du produit. En fait, il y a des essais cliniques qui ont été faits, dont on avait Oui. parlé, et dans les essais cliniques qui ont été publiés, on voit bien qu'on a à peu près 40% de réponses rapides. Donc, oui, on a un recul par rapport au début du Reblozyl. Aujourd'hui, on ne l'utilise que depuis le mois de juillet. Donc, en pratique courante, je ne peux pas vous dire. On ne sait pas encore. Non, le GFM a mis en place un observatoire. Donc, en fait, tous les patients qui vont recevoir du Reblozyl vont être inclus dans l'observatoire. On pourra en sortir quelque chose dans 1 an ou 2, mais tout de suite, dans la vie de tous les jours, je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, on ne connaît pas si alors, vous parlez de votre micro. Bon, d'accord. Quelle solution pour augmenter les neutrophiles? Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne connais pas ça. Les neutrophiles, c'est un type de globule blanc. Donc, monsieur en parlait tout à l'heure. Donc, pas de transfusion de granuleux, ça, on en a touché un mot. On sait aussi que dans les syndromes myélodysplasiques, les globules blancs peuvent être bas, les polyneutraux peuvent être bas. Et en fait, lorsque on n'a pas de traitement spécifique de la maladie, il reste bas. Donc, tant que ça ne nous amène pas de complications, il ne faut rien faire. Après, on a des facteurs de croissance des granuleux, c'est comme le PO, mais pour les globules blancs, pour les polyneutraux, qu'on utilise, pareil, que dans des situations d'extrême urgence, des infections à répétition ou des infections graves. Donc, on a des solutions, mais à ne pas utiliser tous les jours. Je continue sur les traitements. Vous ne parlez jamais du traitement par vénétoclax adjoint au Vidaza. Et pourquoi dit-on que le Vidaza fonctionne 2 ans alors que c'est une maladie très hétérogène et que chez certains patients, l'effet est positif pendant 10 ou 15 ans? Alors, quand on dit 2 ans, c'est une médiane. Ça veut dire qu'il y a 50% des patients qui ne répondent pas avant 2 ans et 50% qui répondent après 2 ans. Donc, la réponse à un traitement… Excusez-moi, quand vous dites après 2 ans, après la durée de 2 ans. Une médiane. Donc, une médiane, c'est 2 Oui. ans. Ça veut dire qu'il y a 50% des patients qui vont répondre pendant au moins 2 ans. C'est ça, d'accord. C'est ça que ça veut dire. Et donc, en fait, la réponse de chaque individu est personnelle. Oui. Donc, on ne peut pas dire que c'est 10 ans pour tout le monde. Ça n'est pas vrai. D'accord. Donc, il n'y a aucun signe, je dirais, clinique ou de biologie ou autre qui puisse dire vous allez réagir 2 ans, vous allez arrêter. Non. Non. Ça, c'est une roulette russe. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que vous ne parlez le vénétoclax et Vidaza. Alors, le problème du vénétoclax aujourd'hui, c'est que c'est pas, on n'a pas d'AMM dans cette indication-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas le prescrire. On le fait parce qu'il y a quelques publications qui montrent que ça peut être plus efficace, c'est aussi plus toxique.
Et puis, il y a un essai clinique en cours qui le teste. Et donc, je pense qu'il faut attendre d'avoir les résultats de cet essai clinique pour qu'on ait des résultats probants et savoir si oui ou non ça amène quelque chose et en combien de temps et sur le long terme. Donc voilà, donc je ne peux rien en dire de plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour l'instant? Alors, j'ai d'autres questions. Alors, ça, je ne sais pas quelle peut être une réponse. J'ai reçu la première injection de Reblozyl, donc luspatercept, en octobre, mais la reconstitution n'a pas été conforme à la notice. Alors, je pense qu'il va falloir. C'est le mélange entre le produit actif et puis le support, enfin le liquide. Je voudrais savoir quelles sont les modifications du Reblozyl si la reconstitution n'a pas été conforme à la notice. Alors, je ne sais pas du tout comment on peut répondre à ça. Je pense que le seul risque, c'est que ce ne soit pas efficace. Voilà. Donc, mais après, il n'y a pas de risque. toxicité. Bon, alors, je ne suis pas pharmacienne, hein, et, mais logiquement, ça ne devrait être que ça. Je ne suis même pas sûre que ça modifie l'activité du produit. Mais voilà, je ne peux pas en dire plus. Non. Alors, est-ce que je crois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, il y a une autre question, mais qui est vraiment très, très variante par rapport à au thème d'aujourd'hui, qui était l'allogreffe. Alors, enfin, vous pouvez y répondre, mais je rappelle que sur le dernier bulletin de l'association, il y a tout un article de 5 ou 6 pages sur la greffe, rédigé par des adhérents de l'association et contre-lu, si je puis dire, par les médecins et du GFM. Je rappelle que le GFM est le groupement francophone des myélodysplasies, qui est notre support technique et notre support scientifique, qui a été, je ne dis pas à l'origine de l'association, mais une grande partie support de l'association depuis 16 ans, et donc qui est notre section des médecins, alors non seulement des médecins praticiens, aussi des médecins chercheurs qu'on rencontre régulièrement. Alors je dois vous dire, pour être franc, les médecins chercheurs, je ne comprends pas. Au bout de 2 minutes, je suis largué personnellement. Mais les médecins praticiens, on comprend, ils sont parfaitement disponibles et répondent sans problème à nos questions. Donc là, on parlait de l'allogreffe. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut en dire rapidement. Difficile d'en parler rapidement, de l'allogreffe. Qu'est-ce que c'est que l'allogreffe? Peut-être qu'on peut demander à notre greffeuse d'en parler. Si, je vous en prie. Et Raymond aussi pourra faire peut-être donner un témoignage, parce que Raymond, qui est président de l'association, a été greffé il y a une dizaine d'années. Donc le docteur Anne-Lise Ménard. Enchanté, bonjour. Merci d'être présente. L'allogreffe, on ne va pas la proposer pour tous les syndromes myélodysplasiques déjà. Elle va être proposée déjà sur la base effectivement du risque de SMD, basée également donc sur les caractéristiques cytogénétiques et moléculaires, et puis aussi proposée en fonction de l'âge, puisque les SMD sont des pathologies plutôt du sujet âgé, mais il y a parfois des SMD chez les sujets jeunes, donc un SMD chez un sujet jeune avec en général, les SMD du sujet jeune sont des pathologies plutôt graves. On va effectivement d'emblée proposer une greffe pour ces patients-là. Donc, il y a des patients effectivement à qui on va proposer une allogreffe, alors qu'ils ne vont pas avoir forcément reçu de traitement auparavant, sur la base effectivement des risques de ce SMD. Donc, l'allogreffe, le but en fait, c'est de remplacer la moelle qui ne fonctionne plus par une moelle d'un sujet sain et donc qui est fonctionnel. Le but, c'est d'avoir un donneur. Le donneur, on va le choisir sur la base de l'identité HLA dont vous a parlé Pascal. Donc, c'est un peu la carte génétique de chacun. La probabilité pour avoir un donneur qui soit complètement identique avec le patient, c'est de trouver ce donneur dans la fratrie. Donc, dans un premier temps, effectivement, on va demander au patient s'il a une fratrie. Et si c'est le cas, on va typer, c'est-à-dire qu'on va regarder cette carte génétique, ce HLA,
chez l'ensemble de la fratrie. S'il n'y a pas de donneur dans la fratrie, à ce moment-là, on va interroger un fichier qui est un fichier international qui regroupe tous les donneurs de moelle osseuse du monde qui vont s'être enregistrés pour donner leur moelle. Est-ce que la fratrie comprend aussi les enfants ou c'est juste je dirais, au même plan vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça peut être Alors, les en enfants. fait, oui. Alors, il y a différents types de donneurs. Il y a les donneurs donc, intrafamiliales. Ces donneurs intrafamiliales, ils regroupent les donneurs qui sont complètement identiques avec le patient. Donc, cette identité, en fait, elle se base sur un gène qui est le HLA, comme je vous le disais. Et il faut que ça regroupe 10 sous-types dans ce gène qui sont, en fait, on va dire globalement, qui sont 10 sur 10, parce que dans ce HLA, on va prendre en compte 5 sous-types de gènes, donc 5 qui viennent de la mère, 5 qui viennent du père, et on dit qu'ils vont être 10 sur 10. Donc là, c'est ce qu'on souhaite avoir, un donneur qui soit le plus compatible, et c'est vraiment dans la fratrie qu'on va l'avoir. Parfois, on peut choisir un donneur intrafamilial qui soit à moitié compatible, donc il va être à 5 sur 10, et cette caractéristique de 5 sur 10, on appelle ça de la greffe haplo-identique. On va l'avoir soit chez les parents, puisqu'on partage la moitié du patrimoine génétique avec nos parents, soit avec les enfants, puisqu'on va transmettre la moitié à nos enfants. Donc, on peut être 5 sur 10, soit avec les parents, soit avec les enfants, ou bien avec la fratrie, on peut être également à 5 sur 10. Donc, on peut faire de la greffe soit complètement identique avec la famille, c'est plutôt les frères et sœurs, soit avec les enfants ou les parents. Et si on n'a pas de ces donneurs dans la famille, donc là, on fait appel au fichier international, où on cherche là un donneur 10 sur 10, il faut vraiment qu'il soit complètement compatible. On ne peut pas faire de la greffe à moitié compatible avec un donneur fichier. Excusez-moi, il n'y a aucun risque pour le donneur. Non, il n'y a pas de risque pour le donneur. Quand on donne la parole à Raymond qui a été greffé C'est mon hier. expérience, là. Donc, il y a 10 ans, c'est pour ça que je me suis si investi dans cette association, puisque il y a 10 ans, j'étais en phase terminale, là, avec 6 mois pour vivre. Donc, à 69 ans, on m'a dit, on va vous greffer. À Lyon, j'étais donc au CHU de Lyon. On va essayer de vous greffer, mais 69 ans, il y a 10 ans, c'était un maximum. Alors, j'ai dit, attendez, je montais le Galibier en vélo 3 ans avant. Donc, j'étais en bonne santé. Et alors après, il a fallu chercher la famille. Alors, la famille, tout de suite, les enfants, comme vous venez de le dire, étaient volontaires. On a dit non, non. Il y a 10 ans, pas les enfants, c'était seulement mes frères. Seulement mes frères. Et heureusement, j'avais 3 frères. Donc, on a pris. Ils ont pris le plus jeune. J'ai cru que c'était le plus jeune. Et puis maintenant, en discutant, au bout de 10 ans, c'était le seul qui était compatible. Parce que dans mes frères, ils pouvaient ne pas être compatibles, je crois, hein, vous m'avez dit. Et donc, j'ai réussi. Par contre, il m'avait bien averti. C'est une solution, la greffe, mais ça a évolué. Mais moi, c'était 45% de réussite seulement. Hein. Donc, on a pris des précautions. Et pendant 1 an, j'ai vécu chez moi. C'est dit, la précaution, je le redis chaque fois. Déjà, la greffe, la qualité des médecins, bien sûr. L'entourage de ma famille, tous les jours, ils venaient me voir, les enfants et tout ça. Et puis après, pendant 6 mois à la maison, j'avais quasi une chambre stérile. Mon épouse m'avait fait une chambre à l'étage, comme à l'hôpital. Et donc, je n'ai pris aucun risque. Et même le Noël, avec les petits-enfants, ils étaient au bout de la table. Et donc, ces précautions sont très importantes. Hein. C'est ce que je dis à tout le monde quand nous répondons au téléphone à des futurs greffés. Parce que j'en connais une dame plus jeune que moi, qui a été dans un centre de convalescence, regroupée avec d'autres malades, et elle est décédée, la pauvre. Voilà. Oui, donc, les précautions sont très importantes pendant 1 an presque. Hein, Tout à fait. Et je veux juste faire une petite remarque. Donc, vous pourriez me demander pourquoi on ne greffe pas l'ensemble des patients qui ont un syndrome myélodysplasique. Justement parce que quand on met dans la balance bénéfice-risque, pour certains patients qui ont un syndrome myélodysplasique, le risque est trop important. Et donc, en fait, on ne le propose que lorsque le risque devient égal au bénéfice. Ah oui, parce que moi, j'étais
Oui, s'il ne me greffait pas, j'avais eu du Vidaza pendant plus de Voilà. 2 ans. Oui. Mais j'étais donc, on a tenté, on m'a demandé, et ils m'ont bien averti les risques que je prenais. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis content, je suis là aujourd'hui, vous voyez. Donc. Bah Et oui. puis ça a évolué quand même. Maintenant, les médicaments un petit peu, l'anti-rejet, tout ça. Bon, et depuis, tu n'as aucun médicament, aucun traitement. Non. Tu as une visite quoi tous les ans? Oui, tous les ans. Elle m'a fait ma visite l'autre jour des 10 ans avec une ponction, la moelle osseuse, 5 ans et 10 ans. Et puis, il est infatigable au sein de l'association. Hein, donc, il est président depuis plus de 2 ans maintenant, 3 ans. 3 ans. Il nous pousse un peu aux fesses. Il continue à avoir un dynamisme, je veux dire. Donc, maintenant, tu as quoi? 80 ans presque? Bientôt, oui, 80 ans, 10 ans de greffe, comme un jeune homme, quoi. Ah bon, je n'irai pas jusque-là, je ne connais pas son intimité, mais il fait encore du sport, il marche, il se prive de rien au niveau nourriture. Hein. Je mange trop, voilà. Il faut que je maigrisse. Je peux vivre jusqu'à 100 ans, elle m'a dit, mais il faut que je perde mes 10 kilos que j'ai entre eux. Là. Je reviens un peu sur les questions. On me traite par vénétoclax depuis déjà plusieurs mois et vous venez de me dire que ce traitement n'est pas encore autorisé, je ne comprends pas. C'était le vénétoclax ou l'association entre les deux? Oui, c'est le vénétoclax et association. Ah, avec le Vidaza. Oui. D'accord. Qui n'était pas autorisé. Mais il n'est pas autorisé, ceci dit, ça marche bien. Oui, c'est que le problème de nos autorités de santé, c'est qu'en fait, on n'a pas toutes les autorisations qu'on devrait avoir pour des drogues qui sont extrêmement efficaces. Donc après, je comprends très bien aussi qu'il faille faire des essais cliniques, avoir les résultats avant d'avoir les autorisations. Mais on peut aussi souligner que la France a quand même un système de santé très, très sécure, entre guillemets, par rapport à d'autres pays. Alors, le problème, c'est que c'est souvent doublé par une administration, pas tatillonne, mais des administrations qui s'empilent, parce que maintenant, en plus avec l'Europe, il faut une autorisation de mise sur le marché européen, ça repasse par une autorisation de mise sur le marché française, ça passe par la SAES, ça passe par la commission de transparence, et ça passe au final par la commission qui définit le prix. Donc, c'est vous dire si il faut ramer. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans notre logo. Vaut-il mieux avoir un donneur 10-10 étranger ou 5-10 enfants? Je pense que c'est pas la fratrie n'est pas liée à. Alors, les recommandations, en tout cas, vous avez votre société savante, le GFM, nous, sur le plan de la greffe, on a la CFGMTC, et les recommandations, c'est de rester encore sur un donneur 10/10. Et ensuite, si on n'a pas de donneur 10/10, on passe sur un donneur 5/10 haploïdentique. Mais les études montrent quand même que la greffe haploïdentique donne des résultats identiques à la greffe 10/10 phénoïdentique. On commence à beaucoup mieux connaître ce type, les complications. On gère très bien maintenant les immunosuppresseurs, puisque c'est quand même un maniement des immunosuppresseurs un petit peu différent. Les types d'immunosuppresseurs sont un peu différents, mais on commence à faire de la greffe haploïdentique de plus en plus. Après, s'il y a une urgence à greffer, on ira sur le type de greffe qui soit le plus rapide, et donc le donneur dans la famille est toujours plus rapide qu'un donneur international. international. Je reviens un peu sur l'origine de la maladie, qui est des questions qui sont un peu récurrentes dans nos réunions. S'agissant d'une maladie dont l'origine porte sur le défaillant d'une cellule souche, y a-t-il un risque héréditaire et faut-il surveiller sa lignée familiale? Alors ça, c'est une question récurrente et les gens, les adhérents sont très très sensibles à leur hérédité, enfin à leur famille. Je dirais en principe non, mais c'est du principe. Donc, il y a effectivement des familles de patients qui ont des hémopathies malignes myéloïdes, comme les syndromes myélodysplasiques, et ça, on l'a à l'interrogatoire. Donc, pour ces patients-là, il y a des recherches un peu particulières pour savoir si c'est constitutionnel, et dans ce cas-là, on essaye de faire des enquêtes familiales, entre guillemets,
Mais retenez que non, c'est pas héréditaire. Alors, une autre question, je reviens sur la greffe. Est-ce que la greffe de sang de cordon est aussi efficace que la greffe de moelle osseuse? Alors, je ne sais pas ce que c'est que la greffe de sang de cordon. Alors, dans les types de greffons, on a effectivement trois sources. C'est soit les cellules souches périphériques, soit la moelle osseuse, qu'on va aller prélever à la source au niveau de l'os, soit le sang de cordon. Le sang de cordon, ça a été une source de greffon qui est apparue dans les années 90 et qui a été beaucoup utilisée. Le problème, c'est qu'il faut avoir du sang de cordon, donc c'est recueilli dans des maternités spécialisées, et que le sang de cordon commence à être un peu abandonné au profit de la greffe haploïdentique, qui est beaucoup plus simple, puisqu'il y a des complications avec la greffe de sang de cordon qui sont plus importantes, avec une reconstitution immunitaire qui est plus longue. Et en plus, le sang de cordon, il en faut 2 pour les sujets adultes. La greffe de sang de cordon est quand même beaucoup plus utilisée en pédiatrie. C'est beaucoup plus simple pour eux. Enfin, c'est plus simple pour eux. J'ai une question un patient ou un adhérent qui dit qu'il a trop de médicaments et s'il pouvait les donner à Becquerel, des Becquerel est prêt à les accepter avec grand plaisir. Oui, la pharmacie accepte. La pharmacie acceptera. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous n'avez sûrement pas toutes les réponses à vos questions. Posez des questions à vos hématologues. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à reposer la question si vous n'avez pas compris. Ce qui est important, c'est que vous compreniez la réponse. Concernant je reviens sur les. Vous voyez, je manque d'oxygène. Hein. J'ai une transfusion prévue lundi. Là, j'ai un cerveau qui marche un peu moins bien. Concernant les transfusions, moi qui pratique maintenant depuis un certain temps, j'essaie vraiment de gérer mon emploi du temps. Je sens maintenant à quel moment j'en aurais besoin. Même je n'ai pas besoin de faire l'analyse, je sais que je suis proche d'une transfusion. Et j'essaye effectivement de prendre contact le plus rapidement possible avec le centre, avec Saint-Louis, qui est l'hôpital de jour, en leur disant « je vais avoir besoin d'une transfusion, je le sens, prévoyez-moi un trou, ou un lit ou un fauteuil la semaine prochaine, plutôt à telle date ou telle date. » Alors ils me répondent oui ou non, mais au moins ça me permet de gérer mon emploi du temps au moins d'une semaine sur l'autre. Je sais que je ferai mon analyse lundi qui confirmera ou pas le besoin de transfusion, mais je sais que mardi matin, si tout va bien, j'aurai ma transfusion, et donc après je serai libre pour la semaine. Ce qui quand même libère quand même son emploi du temps assez vite, qui permet de gérer son emploi du temps plus communément. Et effectivement, quand je pars en province, je préviens, je vais souvent au même endroit et je sais où je peux m'adresser. Ils finissent par me connaître. Je vais partir là 5 jours en Angleterre fin de semaine prochaine. Je pars quand même à l'étranger, mais je sais que j'aurai besoin d'une transfusion mardi, donc j'ai anticipé. Il faut prendre en main sa maladie. Il faut devenir acteur de ses soins et de sa maladie, dans la mesure où on le peut, bien sûr, pour ne pas en dépendre et ne pas avoir une qualité de vie trop dégradée. Parce qu'effectivement, on peut se dire, bon, voilà, je vais attendre le résultat n'arrive pas. Bon, le labo, moi, si je n'ai pas le résultat à midi, moi, j'appelle le labo et le labo me donne le résultat. Même si je n'ai pas le résultat écrit, je peux dire à Saint-Louis, vous allez recevoir les résultats et mon taux sera à temps. Donc, j'aurai besoin ou pas besoin. Il faut vraiment agir pour être acteur et ne pas subir sa maladie, sachant que c'est une maladie qui ne se guérit pas, qui se soigne, mais autant s'organiser et se prendre en main pour qu'elle soit le moins impactante sur votre vie. Voilà, alors c'est facile à dire, c'est facile à faire, mais alors, il y a des jours où ça va et des jours où ça ne va pas. Hein. C'est quand même le yo-yo, hein, aussi bien pour le taux d'hémoglobine que pour le moral, bien évidemment. Mais si on n'est pas acteur et si on ne maîtrise pas ces contraintes, on a une vie qui est sensiblement très dégradée. Et puis le fait de, alors là je prêche pour la paroisse, le fait de participer à l'association fait qu'on se tient au courant, qu'on est informé, qu'on partage,
qu'on a des relations privilégiées avec les hématologues du GFM, à qui on peut poser n'importe quelle question. On participe à des colloques pour essayer de faire avancer un peu l'information. Et tout ça permet d'avoir une qualité de vie et l'impression de ne pas subir cette maladie. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle que tout sera disponible d'ici une dizaine de jours sur le site, donc l'enregistrement de cette réunion, le film, que l'AG de l'association aura lieu le 10 décembre, qu'on a besoin de volontaires au sein du CA, c'est pas du conseil d'administration, et plus on sera nombreux, plus on pourra se répartir les tâches, que nous sommes une équipe sympathique, que nous ne parlons pas uniquement de notre maladie, mais qu'on parle d'autre chose, qu'on a besoin des cotisations, que les gens soient à jour de leurs cotisations, bien que les laboratoires nous aident, mais on a aussi besoin des cotisations pour montrer au labo que nous ne parlons pas dans le vide et que nous avons des gens qui nous écoutent et qui sont toujours prêts à nous aider. Voilà, je ne sais pas si... je voulais vous remercier de nous avoir accueillis ici et d'avoir répondu aux questions qui vous paraissent peut-être quelquefois un peu simplistes, mais qui sont essentielles pour les adhérents et pour les patients. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.